Difficile parfois aujourd'hui de s'y retrouver et surtout de se relever quand tout semble toujours sourire aux autres, mais pas à nous. Surtout à l'heure du sourire instagrammable à tout crin, quand on a tout perdu, comment retrouver le goût à la vie? Eh bien, c'est la question que je vais tenter de poser, que je vais poser à mes invités dans cette émission En quête de sens. Et j'ai la grande joie d'accueillir pour commencer Anne-Sophie Chauvet. Bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Alors, vous êtes éditrice, blogueuse spécialisée en littérature jeunesse, vous avez écrit de nombreux romans pour enfants, vous êtes maman et vous avez un parcours semé d'embûches. On peut le dire comme ça ou pas? Oui, on peut. Vous avez perdu des choses et des êtres. Oui, tout à fait. Mais vous vous êtes relevé puisque vous êtes là pour en parler avec nous autour de cette table cet après-midi. Merci pour votre présence. Nous sommes également en compagnie d'Alain Braconnier. Bonjour Alain Braconnier. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir, psychologue que vous êtes, psychiatre également, responsable de la formation APEP au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris, professeur émérite de l'école des psychologues praticiens. Votre dernier bébé, si je puis dire, le meilleur thérapeute, c'est vous. Bah oui, toutes ces années pour nous dire ça, cher Alain Braconnier, chez Odile Jacob. Oui, vous avez raison de dire toutes ces années, parce que ce livre, c'est vraiment issu je vais le dire, de 40 ans d'expérience qui m'a amené recevoir des parents, des enfants, des adolescents, des adultes, des grands-parents maintenant, plus souvent que par le passé. Et c'est vrai que toute cette expérience montre d'abord que le monde a beaucoup changé dans la possibilité de l'aide que nous pouvions apporter, nous les psys, dans ce qui est en effet, pour les uns et pour les autres, des moments difficiles et des moments qu'il faut essayer de dépasser et qu'il faut savoir un peu clarifier tout ça. Et ce livre, c'est vraiment écrit à partir de cette expérience, en ayant quelques certitudes dont j'aurai peut-être l'occasion de vous parler, et en même temps en ayant des propositions sur ce qu'aujourd'hui, il est important peut-être pour chacun de savoir décider, faire le choix de ce qui peut le mieux l'aider. Ouais. Peut-être Yor Pfeffer est-il d'accord, je ne sais pas, avec cette proposition proposée en tout cas par Alain Braconnier. Bonjour Yor Pfeffer. Bonjour. Alors vous de votre côté, vous êtes penseur, auteur, vous êtes compositeur, interprète. Je suis parce que nous sommes, ce projet que vous avez créé, et puis vous venez de publier chez Jouvence. On n'est jamais à l'abri de perdre par exemple, hein, n'est-ce pas? Oui, ça, très certainement. Ouais. C'est un roman, on n'est jamais à l'abri Ouais. d'une nouvelle joie. Donc c'est un petit coup d'humour, parce que c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri. Généralement, on s'attend à des choses effectivement autour de la perte, Ouais. mais on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle joie aussi. Peut-être même parfois à C'est travers une perte, ça peut arriver, pas toujours, mais ça peut arriver, Yor un Pfeffer. cadeau caché. Oui, Cadeau c'est caché, vrai. derrière un drame, derrière quelque chose qui peut nous paraître tragique de prime abord. N'est-ce pas, Anne-Sophie Chauvet, pardon de me tourner vers vous à ce moment un peu brutalement, à ce moment de l'émission, mais c'est ce qui vous est arrivé très clairement. Oui. Moi, en fait, mon mari est parti du jour au lendemain. Donc, je me suis retrouvée avec mes 4 enfants, toute 4 seule. enfants, j'ai même pas précisé, vous aviez donc 4 enfants. Oui. J'avais 4 enfants qui avaient entre 10 et 2 ans à l'époque, 2 garçons, 2 filles. Et donc, c'est vrai que ce jour-là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir tout perdu. Alors, heureusement, c'était qu'une impression. Et j'ai pu par la suite me reconstruire et puis reconstruire la vie des enfants en évitant qu'ils soient trop cabossés. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on a vraiment cette sensation au fond de soi. On ne sait pas trop comment on va pouvoir continuer à vivre et comment est-ce qu'on va pouvoir, comment est-ce que ce cauchemar va s'arrêter? Comment est-ce qu'on va pouvoir reposer un pied l'un après l'autre? Sur quoi est-ce qu'on doit s'appuyer puisque on a l'impression que tout a volé en éclats. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est vrai que, heureusement, c'est qu'une impression et heureusement, un meilleur avenir est possible Ça et puis s'est le fait- bonheur est possible. Ça s'est passé juste pour présenter les choses, ça s'est fait brutalement pour le coup. Ah Ça a oui, été oui, une oui. perte brutale. Ah oui. Vous l'imaginiez pas du tout. Non, la veille, je ne l'imaginais pas et le lendemain matin, j'étais devant le fait accompli. Donc, ça a été un mur. C'est cette image, alors j'ai soit cette image d'un mur, soit l'image d'une tempête. On est sur un bateau et soudain, quelqu'un nous jette à l'eau. Et puis les flots sont déchaînés, il fait nuit noire et on ne sait pas comment on va faire pour nager. Ouais, Alain Braconnier, c'est quelque chose
au fond, alors c'est pas du tout pour banaliser ce qu'a vécu Anne-Sophie Chauvet, qu'on peut tous vivre et que peut-être qu'on vit tous d'une certaine façon, à un moment donné, on vit tous des choses plus ou moins brutales dans notre existence et des pertes, Dieu sait on en traverse tous, à commencer par la perte de nos parents, évidemment, dans la logique des choses. Mais c'est quelque chose de foncièrement humain, ça, déjà, Oui, pour oui, commencer. c'est évidemment foncièrement humain. C'est le côté sûrement qui est en assez grande partie quand même difficile dans la vie. C'est-à-dire qu'on a incontestablement une incertitude sur ce qui va advenir, mais cette incertitude, on n'y pense pas. On est dans la continuité de notre existence et au fond, il y a les deux. Tant mieux qu'on soit dans la continuité de notre existence et qu'il faut garder ça à l'esprit quand justement advient, on va dire, un traumatisme. Ouais, C'est-à-dire brutalement une situation qui fait que on est, comme vous l'avez dit, tout à fait choqué, dépourvu, brutal, avec des sentiments. En effet, votre image est très jolie de la navigation et de comment je vais pouvoir nager comme je le faisais auparavant. ouais. Et tout ça est la vie. Et c'est pour ça qu'il est toujours assez utile de comprendre ce qui se passe et de s'appuyer sur nos qualités, sur nos forces, sur nos ressources. Parce que c'est des moments où on oublie ça. On oublie qu'on a quand même toujours des ressources et qu'on peut justement les utiliser. Mais encore faut-il comprendre comment les utiliser et aussi est-ce qu'il vaut mieux être seul ou pas. Et au fond, notre rôle à nous, c'est d'accompagner ces situations de la vie qui font qu'on peut se confier à quelqu'un avec une écoute qui fait que il va essayer, cette personne qui est là pour vous aider, de retrouver le sens de la vie. Moi, il y a un chapitre qui me touche énormément. Effectivement, la Marconi, je pense qu'il toucherait également euh, Anne-Sophie Chauvet, pardonnez-moi, qui est ici présente. Devenir un thérapeute pour ses enfants, votre chapitre 9, Oui, magnifique, effectivement, qui fait toujours plaisir à lire et à entendre. Effectivement, que en nous, on a, vous venez de le dire, des capacités gigantesques. Jörg Pfeffer, vous êtes bien d'accord aussi avec cela, hein. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, à l'heure de cette pourquoi pas, je ne sais pas si c'est ça l'explication, hein, à l'heure des incertitudes au pluriel, on a tellement de mal, et en même temps, à l'heure du tout contrôle, on a tellement de mal à se faire confiance. Se faire confiance au boulot, se faire confiance en tant que parent, se faire confiance les uns les autres dans cette société. On a beaucoup de mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, Jörg Pfeffer? Bah, d'autant plus si on traverse une catastrophe, un drame. Ça, Ouais, c'est une certitude. Pour situer un peu les choses, parce ouais, que moi, je suis ni un praticien ni un professionnel. Je suis auteur, un compositeur, interprète observateur. et j'ai et un observateur qui a peut-être vécu quelque chose, quelques drames aussi, Ouais, puisque sans vouloir affoler les auditeurs, moi j'ai perdu en très peu de temps ma mère, ma sœur, ma compagne et mon fils, ouais. suivi par la suite de deux de mes frères et de mon père, sans parler d'autres gens, mais dans les liens les plus proches, j'ai perdu donc tous les liens qui sont les plus proches, le père, la mère, le frère, la sœur, la femme et l'enfant. Donc tous les liens qui constituent notre âme, notre être social et affectif, je les ai perdus. Et c'est fort de cette expérience-là que j'ai écrit le roman, où bien évidemment c'est un roman, c'est romancé, et toute ressemblance avec des Hmm. personnages ayant existé serait fortuite et involontaire, mais je me suis quand même inspiré de ce qui m'est arrivé pour essayer peut-être de d'apporter, de redonner des couleurs au cœur des gens, Redonner des parce que moi couleurs, j'avais perdu les miennes. ouais, est-ce qu'on les retrouve vraiment? Est-ce qu'on les retrouve, ces couleurs, au fond? J'ai envie de poser la question ensuite à Anne-Sophie. Jörg Pfeffer, vous, en tout cas, à la lumière de Ben, ce roman. à la lumière du roman et de mon expérience, je dirais oui. Alors évidemment, on en est transformé, on en est autre, mais on peut retrouver le sourire, on peut retrouver sa maison. Et la Ouais, maison, pour moi, c'est la joie. On peut retrouver sa joie.
Ouais, vous êtes d'accord ou Oui, pas, oui, je suis Anne-Sophie complètement Chevet? d'accord. Et puis, je voulais juste rebondir aussi sur le fait de comment est-ce qu'on fait aujourd'hui dans notre société. Je crois qu'il y a deux grands écueils Ouais. qu'il faut réussir à éviter dans ces situations-là. C'est celui du perfectionnisme. On voit des gens sur les réseaux sociaux qui Ah là là. ont l'air d'être des dieux, qui gèrent tout, qui Tout. maîtrisent tout. Et donc, du coup, il faut être capable de se rendre compte que nous, dans notre faiblesse et dans nos épreuves, on n'est pas capable à ce moment-là, en fait, de faire ça et que c'est pas grave, c'est pas une honte. Et puis, à côté de ça, complètement de l'autre côté, il y a la victimisation et ne pas céder à ça non plus et ne pas s'enfermer dans un statut de victime. Parce qu'en fait, ce statut de victime, il nous empêche de nous reconstruire. Et ce qui nous est arrivé, je crois que quand on vit comme ça quelque chose de difficile, en fait, il faut se dire qu'en effet, c'est un écueil sur le chemin, mais que ça ne va pas nous définir pour le reste de notre vie et que donc justement la joie est possible à nouveau. Ouais. Et Ni déni, ni surenchère. voilà. C'est compliqué cet équilibre. Oui, Ça, et je retrouve la c'est maman là aussi que qui oui, parle, hein. oui. Oui, oui, mais c'est là que les psychologues sont très importants. Moi, je sais que, voilà, la première reconstruction, j'ai eu la chance d'être accompagnée par, 2 psychologues incroyables, une à Paris, puis une à Bordeaux quand j'ai déménagé et puis, bah, je suis profondément croyante, donc j'avais aussi un père spi, donc le psy et le spi se sont bien conjugués, en fait, pour m'aider à reprendre pied. Et je crois que cet accompagnement, il est très, très difficile. Il faut être capable de reconnaître notre faiblesse, se dire qu'à ce moment-là, en fait, on n'est plus capable de gérer tout seul. Nous, on est au milieu de la tempête, pour reprendre cette image, et il y a d'autres personnes vont être nos bouées et vont nous aider à flotter, à naviguer, le temps qu'on ait de nouveau les forces en nous de reprendre pied. Donc, ne surtout pas avoir honte de demander de l'aide psychologique et spirituelle, et pourquoi pas médicamenteuse, s'il y a besoin à un moment donné. Voilà, la dépression n'est pas une honte. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans un premier temps, Anne-Sophie? Au départ, je pensais qu'il fallait que je tienne pour mes enfants. Donc j'ai un petit côté, j'ai grandi en Alsace, donc j'ai un petit côté un petit peu carré. Et je pensais qu'il fallait que je garde ce côté-là, en fait, et que les lits soient faits, que les enfants soient douchés, qu'ils aient une alimentation équilibrée. Et puis au milieu de ça, moi-même, je savais pas le matin enfin pas quand je me réveillais parce que j'avais pas beaucoup dormi, mais disons quand c'était l'heure de se lever, je savais même pas si j'étais capable de poser un pied par terre. Et c'est là que ma psychologue elle m'a dit, mais en fait, on s'en fiche. On s'en fiche qu'ils mangent des pizzas tous les soirs, les enfants. On s'en fiche que les lits soient pas faits. On s'en fiche s'ils prennent une douche un soir sur deux. Là, en ce moment, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous alliez bien pour que vos enfants aillent bien. Et pourquoi est-ce qu'on a tellement... Alors là, pour le coup, je suis désolée, je sens avoir vécu la même chose que vous, Anne-Sophie Chevet. C'est tellement vrai. L'exemple est tellement... je pense qu'on pourrait demander ça à 1000 mamans dans un square. Je pense que... Elles auraient 1000 fois la même impression de ne pas être au niveau parce que la cuisine est restée sale derrière, etc. Et qu'il faut que tout soit parfait. Et là, patatrac, à un moment donné, parfois, ça arrive qu'il y ait carrément ce qu'on appelle soit le burn-out maternel. Enfin, je ne suis pas psy du tout, Alain Braconnier, mais on s'en fait beaucoup trop par rapport à nos anciens. Beaucoup plus, en tout cas, sans juger, mais que nos anciennes. Je ne saurais jamais répondre à cette question parce que C'est je vrai. crois qu'à la fois tout a changé et rien n'a changé. C'est-à-dire, C'est-à-dire que rien n'a changé parce que les sentiments humains, ce qui est nécessaire dans la vie, c'est de croire. Et de croire à ce que l'on fait, de croire aux autres, de croire dans ce nous apparaît important. Et ça, c'est de tout temps, au fond. Ce qui n'a rien changé non plus, c'est les sentiments. Les sentiments, c'est pas pareil que les émotions, hein. Les sentiments, c'est vraiment ce qu'on ressent, alors que les émotions, c'est une réaction à une situation. oui. Et les deux Et souvent, on mélange d'ailleurs un peu les on deux. mélange Hein, un on est peu les d'accord. deux, et c'est un peu différent. Tout ça n'a rien changé. Par contre, tout a changé dans ce qui est aujourd'hui, d'abord, la manière dont on conçoit l'éducation. Ça, c'est vrai que tout a changé, tout le monde le dit. C'est-à-dire, en deux Que mots. c'est beaucoup plus difficile que par le passé. Au fond, les invariants qu'on avait par le passé, eh bien, on en a beaucoup moins. La Vous en avez trans- certains en tête pour Ah, expliquer à bah nos oui, auditeurs? les invariants dans l'éducation, dans la bonne éducation, d'en dire bonjour quand tu te lèves. Le bon sens que vous dites, oui. Voilà. Ouais. Et ça, tout a changé. La place de l'enfant a changé dans la famille. L'enfant Et roi. l'enfant roi, et c'est pour ça que, justement, dans ce livre, j'aborde la question de comment prendre soin de Ouais. son enfant. Euh, Bah, le bon il- sens, justement. le bon sens, l'amour et la logique. Et la logique. Et que ces trois appuis sont essentiels. Et tout à l'heure, on parlait des liens. Oui. Je crois qu'en effet, les liens, on peut
être en lien avec soi-même et en lien avec les autres. L'un n'exclut pas l'autre. Et quelqu'un qui ne veut pas se faire aider, par exemple par les psys, ben, ça c'est un de mes 2 constats de, C'est que de ma longue carrière, si je puis dire. C'est celui qui ne veut pas se faire aider, c'est pas la peine d'insister pour le moment. On échouera. Bon. Euh, Par contre, celui qui veut se faire aider, bien évidemment, il faut essayer non pas de l'aider seulement par rapport à l'aide qu'on lui a apportée, mais par rapport à ce qu'on peut l'aider lui à devenir s'auto-aidant. C'est-à-dire que le but d'un tu es travail, capable de t'aider, c'est tu es ça? capable. On ne peut pas faire les choses à la place d'eux. Il faut accompagner, permettre à l'autre, au fond, d'avoir l'intuition qu'il existe en lui des moyens dont il n'a pas auxquels il n'a peut-être pas pensé, et que tout ça, ça repose sur l'intuition, sur la confiance en soi, bien évidemment, et puis aussi sur un petit effet que nous, on connaît bien en médecine et en psychologie, qui est l'effet placebo. L'effet placebo, c'est depuis que le monde est monde. La suggestion, c'est depuis que le monde est monde. Ouais, peut-être un exemple justement. Attention, je ne vais pas vous lâcher. Cher Alain Braconnier, juste après cet extrait du Quatuor à cordes en La majeure, ce rondeau d'Haydn. On se retrouve juste après, tout de suite. Et voilà pour Haydn et ce quatuor à cordes plutôt réjouissant en La majeure. Évidemment, c'est ce que évoquait à l'instant Alain Braconnier, chers auditeurs qui nous rejoignaient peut-être sur RCF ou sur Radio Notre-Dame. La musique qui peut nous aider justement à nous relever, ça fait partie effectivement des petits coups de pouce de la vie qui existent et artistiques qui peuvent nous aider. Alain Braconnier est également là, et là avec nous aujourd'hui pour parler de ce phénomène, cette espèce de traumatisme que l'on peut ressentir quand on pense avoir tout perdu. Comment tout simplement retrouver le goût à la vie? Alors évidemment, on peut avoir la foi, on peut avoir des tas de ressources spirituelles et intérieures. Parfois, cela ne suffit pas. Alain Braconnier, donc, qui est psychologue, psychiatre reconnu, qui avait écrit beaucoup d'ouvrages sur les mamans et leurs fils, sur les filles et leurs papas, sur l'anxiété, sur le fait d'être parent aujourd'hui. Et puis là, il revient. Il attaque avec le meilleur thérapeute, c'est vous. Comment prendre soin de soi, tout simplement, chez Odile Jacob, nos ressources insoupçonnées. Évidemment, il est allé les explorer, le docteur Alain Braconnier, qui est ici avec Jörg Pfeffer en ligne avec nous, penseur, auteur, créateur de projet, qui a vécu des choses également lourdes et difficiles à porter. Chez Jouvence, on n'est jamais à l'abri d'une petite joie, ce roman qui est presque une autobiographie, Jörg Pfeffer, et Anne-Sophie Chauvet, qui est maman, qui s'est fait abandonner, qui a été abandonnée, on peut le dire, par votre mari il y a combien de temps? Il y a 5 ans. 5 ans. Qui est éditrice bloqueuse spécialisée en littérature jeunesse, qui écrivait des romans pour les enfants. On peut peut-être mentionner aussi aux éditions de l'Emmanuel Jeunesse, d'ailleurs, votre carnet de gratitude, mon carnet de gratitude, qui s'adresse quand même à tout le monde, aux mamans seulement? Non, alors même à l'origine, en fait, c'était pour les enfants. enfants. Justement, ça fait partie des talents que j'ai découverts à travers les épreuves, une vraie grâce, en fait. Voilà, j'écrivais pour moi, j'avais jamais pensé écrire pour quelqu'un d'autre. Et puis, je me suis mise à écrire pour mes enfants. Et ensuite, plus particulièrement pour une de mes filles qui avait vraiment du mal à reprendre pied, à être profondément heureuse. Et comme moi-même, les livres des pères Pascalide et Lionel Dahl m'avaient beaucoup aidée sur la gratitude, je les ai adaptés pour elle. Et puis, je les ai proposés à mon éditeur et est né ce carnet de gratitude qui permet en fait Donc, c'est sur 3 mois, puisqu'il faut 3 mois pour prendre une bonne habitude. Et donc, ça d'accord. permet au quotidien... En fait, au bout de 3 mois, normalement, si vous avez quotidiennement fait quelque chose, ça devient une habitude. Voilà. Donc là, il y a 3 mois de gratitude à pratiquer au quotidien, avec du coup, le matin, une raison de se réjouir par anticipation de la journée qui commence. Donc, choisir de se lever du bon pied. Cette journée va être belle. Voilà, cette journée va être belle parce que il va y avoir Déjà, merci Jésus pour. des pâtes à midi, ou parce que je suis invitée chez une amie cet après-midi. Voilà, je voulais qu'elle se On réjouisse. se réjouit, en On fait. se réjouit par anticipation Ouais. de la journée qui On se commence. réapproprie nos émotions. C'est ça, exactement. Je sais pas si c'est une émotion, la réjouissance. C'est un mélange de sentiments et d'émotions, Alain Braconnier. Nous nous égarons quelque Voilà. peu. Merci Et- infiniment pour d'avoir présenté ce petit carnet qui, en fait, moi, je pourrais très bien En fait, utiliser aussi de bien nombreux que... adultes l'utilisent. Du coup, ça a C'est été ça. la grande surprise Bah, de bravo. cet outil. Voilà, une surprise, une petite joie. Voilà. Jörg Pfeffer, c'est vrai que j'aurais pu vous poser la question tout à l'heure.
Comment, de votre côté, vous, j'ai posé la question à Anne-Sophie Chauvet, mais cette perte, ces pertes en plus simultanées et au pluriel, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans un premier temps? Ben, tout à l'heure, Monsieur Braconnier disait qu'il y avait des choses qui avaient changé. Oui, Et il a surtout mis l'accent sur quelque chose d'un peu négatif dans la perte de repères et perte de ouais, valeurs, etc. Je suis parfaitement d'accord avec ça, mais il y a certainement aussi du positif. Moi, je sais que j'ai 60 ans, ouais. j'ai été élevé avec l'idée que on est fort quand on pleure pas, on est fort quand on assure, quand on fait front, etc. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai complètement dérapé. D'ailleurs, à la mort de mon fils, j'ai fait n'importe quoi. Je suis même rentré dans un réseau d'escroquerie. Je me suis fait prendre parce que c'était pas du tout ma destinée et j'avais pas les capacités pour. Ouais. Et j'ai fait de la prison. Et lorsque je suis sorti, lorsque j'ai été en prison, je me suis réconcilié avec mon père, avec qui j'étais en froid depuis 2 ans, parce qu'il m'avait dit à la naissance de mon fils, qui était prématuré et qui a eu des problèmes pour respirer à la naissance, il m'a Ouais. dit, tu vas pas te trimballer un légume toute ta vie, il vaut mieux qu'il meure. Ce qui était sans doute Waouh! vrai, peut-être vrai, mais en tout cas totalement déplacé et inaudible pour le jeune père que j'étais, et ça m'a fait complètement sombrer cette Mmh. histoire-là. Et il est venu me voir en prison. Je me suis dit, s'il me fait la moindre réflexion, je l'envoie bouler. Et il a fondu en larmes, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, je t'aime mon fils. Et ça a été le point de départ d'une réconciliation avec lui, mais aussi avec moi. Et les émotions, c'est vrai que lorsque on met un couvercle dessus, ça vous explose à la figure à un moment donné. Et comme je travaillais là sur un spectacle avec un ami togolais, un conteur togolais, je lui disais, c'est comme si j'avais un voyant qui clignotait sans arrêt et j'ai mis un foulard sur ce voyant pour ne pas le voir. Et il est devenu blême. Et il m'a dit, tu sais, au Togo, les routes, elles sont difficiles et on met parfois 8 heures pour faire 100 kilomètres. Et il m'a raconté qu'il avait un ami qui, lorsque le voyant d'huile s'est mis à clignoter, a pris le foulard de sa femme et l'a mis sur le voyant pour ne plus le voir. Donc effectivement, il n'a plus vu le voyant. Mais le moteur a serré dans un virage et il a fait une sortie de route. Il est mort, lui, sa femme, 2 de ses enfants, et c'est le troisième enfant qui a raconté ça à mon ami. Et je trouve cette symbolique très forte Ouais. parce qu'effectivement, on a sans arrêt des voyants qui s'allument. Et quand on n'y prête pas attention, on est dérangé par ces voyants. Mais finalement, ça n'était que des alertes. Toutes les émotions sont en fait des alertes pour nous dire, pardonnez-moi l'expression, mais bouge-toi le cul. Il y a quelque chose qui ne Ouais. va pas, bouge-toi. Et c'est pour ça que j'associais tout à l'heure la joie à la maison. C'est que c'est la seule émotion qui nous dit, t'es chez toi et tu n'as plus à bouger. Et en fait, pour reprendre un peu aussi Oui. ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que, alors j'ai pas de recette miracle Mmh. à donner aux gens, mais je sais que lorsque je suis sorti de prison, quelques années après, dans ma reconstruction, je me suis fait agresser, je me suis retrouvé à l'hôpital pour m'entendre dire que je n'avais rien de cassé, mais que j'avais des traces bizarres dans le cerveau qui semblaient être des métastases. Et moi, je venais de perdre un frère d'un cancer qui s'était terminé par des métastases au cerveau, donc j'étais persuadé que j'allais faire comme lui et que j'allais mourir, et je me suis dit, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire sur cette terre avant de mourir? Et l'envie de revenir à la musique, ce que je n'avais pas fait depuis 20 ans, a été forte, et je me suis dit, voilà, je fais un dernier concert, et je remonte sur scène et après je peux mourir. Et lorsque les médecins m'ont dit qu'ils s'étaient trompés, que je n'avais rien et que j'allais mourir sûrement un jour, mais pas tout de suite, Ouais. je me suis dit, si tu as envie de faire ça, il faut que tu tiennes parole devant la vie. Et je me suis mis à écrire. Et j'ai écrit sur du papier avec mon encre, mais aussi avec mon sang. J'ai écrit des tas de chansons que je ne chante plus d'ailleurs aujourd'hui, mais qui m'ont aidé parce que l'écriture est cathartique, mais le fait de rechanter la chanson, vous revisitez tout le temps, toujours et toujours, les émotions et vous nettoyez. Et je pense que le travail de se mettre en face de ces émotions, de les exprimer, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, est fondamental. Et je pense que la littérature jeunesse
que vous avez, les livres que vous avez écrits vous ont aidé. Alors bien sûr, ils ont aidé votre fille, comme vous le disiez tout à l'heure, mais je pense qu'ils ont aussi et beaucoup vous ont permis à vous de vous aider, d'exprimer des choses que vous n'auriez peut-être pas exprimées, et je pense que ça, c'est essentiel. Anne-Sophie Chauvet, pour répondre à Your Puffer. Oui, oui, oui. Non, non, c'est vrai. Et puis, au-delà de ce carnet de gratitude, en fait, cette épreuve m'a permis de devenir auteur de livres pour enfants. Et c'est vrai qu'il y a tout un univers qui s'est ouvert à moi. Et écrire maintenant ces romans, Ouais. faire rêver les enfants dans un univers qui n'est pas du tout, qui n'a rien à voir avec le divorce de parents ou autre. C'est pas lié. Mais en revanche, j'ai découvert que j'avais un talent et que je pouvais l'exprimer de cette façon-là. Et ça a vraiment été une nouvelle étape dans ma vie. Donc c'est vrai que, alors moi, Qu'est-ce que vous faisiez avant? alors avant, j'étais déjà dans la littérature jeunesse, mais j'étais bibliothécaire. J'étais bibliothécaire jeunesse, donc déjà dans les livres, déjà avec cet amour des livres et du partage de la littérature. J'écrivais dans des carnets chez moi, voilà, mais je n'aurais jamais imaginé être éditée. Ça vous a Enfin, des épreuves vous ont d'une certaine façon poussé à la créativité ou pas? En fait, le premier été où, après le départ de mon mari, du coup, il prenait les enfants pendant 24 nuits. Enfin, oui. Du coup, vous avez divorcé après? Oui, c'est ça, tout à fait. Il est Et parti sans explication et après, il y a eu quand même une... il a donné des explications et puis il a tout de suite lancé une procédure de divorce. Donc dès le premier été, en fait, il avait les enfants. Et pour moi, ces 24 nuits sans mes enfants, j'avais l'impression que c'était une deuxième séparation. J'avais déjà plus mon mari et j'avais plus mes enfants. Et je ne savais pas comment leur dire que je serais là. Que voilà, ils étaient petits, on n'allait pas beaucoup s'appeler. Et donc, en fait, j'ai écrit pour eux un feuilleton en 24 épisodes. Et c'était les aventures de 4 enfants qui avaient leurs âges, leur caractère, mais qui vivaient des aventures rocambolesques. En fait, je voulais leur faire quitter le quotidien. Je voulais qu'ils pensent plus à ça. Et donc, j'ai mis ces 24 épisodes dans 24 enveloppes et je les ai mis dans leur valise. Et puis, j'avais un blog sur lequel je parlais de mes lectures. Et une amie m'a demandé de mettre les épisodes en ligne pour qu'elle les raconte à sa fille. Et en fait, pendant l'été, les statistiques du blog ont explosé. Donc, habituellement, j'avais une centaine de lecteurs par jour. À la fin de la première semaine, il y en avait 400. À la fin de la deuxième semaine, il y en avait 1000. Et en fait, à la fin de l'été, un éditeur m'a appelé en me disant on a lu votre feuilleton et on aimerait le transformer en série de livres pour enfants. Et ça a été, du coup, c'était 6 mois après le départ de mon mari. Et ça a été le premier petit rocher sur lequel j'ai pu prendre appui. Et j'ai vraiment vu ça comme un signe de la providence. En fait, je suis profondément croyante et il y a une certitude, en tout cas, que j'avais depuis le tout premier jour, c'était que le Seigneur était là et il n'allait pas me lâcher. Je Dans un savais. premier temps, c'était pas le cas, j'imagine. Vous avez dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça au début? En fait, jamais. C'est-à-dire que je savais que j'étais au fond du cauchemar, enfin que c'était un cauchemar, que j'étais au fond de la tempête, que je comprenais pas pourquoi mon mari était parti. Mais en revanche, j'avais une certitude, c'est que le Christ était à mes côtés. Et ça, vraiment, dès le premier jour. Alors, en fait, il est parti la veille du dimanche des Rameaux. Et donc, en fait, la toute première semaine où j'étais seule, c'était la semaine sainte. Et vraiment, j'ai eu cette certitude que cette croix que j'avais apportée, je la portais, mais je la portais avec le Christ. Et voilà, donc... Je savais vraiment, vraiment pas comment j'allais m'en sortir, mais je savais que j'étais pas toute seule. Et donc, cette aventure éditoriale, j'ai vu ça comme un signe du ciel et je me suis dit, bah voilà, ça c'est peut-être un signe que le Seigneur m'envoie, qu'il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans pour reconstruire ta vie. Et je me suis mise à écrire. Et voilà. Et donc, la reconstruction est passée par cette nouvelle profession. Enfin, c'est pas vraiment une profession parce que Vocation. Mais une vocation, oui. Oui. Alain Braconnier, question qu'on doit vous poser à peu près 1000 fois par jour. Inné ou acquis, le fait de se relever? Il y en a qui plongent, il y en a qui se relèvent. On ne saura jamais. Quel est votre point de vue sur ce point? Ben, là aussi, mon expérience m'amène à penser que c'est pour ça que j'ai intitulé ce livre Le meilleur thérapeute, c'est vous. C'est d'abord la personne. La personne doit incontestablement, quand elle est dans des moments particulièrement difficiles, on a ces 2 témoignages aujourd'hui, se remettre, se relever, traverser la tempête et utiliser les moyens que la personne trouve en elle déjà, c'est le premier temps. C'est-à-dire, on a parlé de la musique, on a parlé de l'écriture, on a parlé au fond de la création. Ouais. Tout ça, ça vient de la personne. Personne va vous donner l'écriture, la musique, la On création. peut parler de talent, par exemple, mettre à profit ses talents. Ouais. Mettre à profit ses talents ou ses goûts, sans même parler de talent, Ouais. ses goûts. Et que ça, c'est déjà une première démarche qui fait qu'on prend soin de soi. C'est bon signe. Ah oui, c'est vraiment capital. Ou ça peut être une activité sportive, ça peut être... peu importe. La question, c'est quand même aujourd'hui, sûrement, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de moyens qui sont proposés pour aller mieux.
beaucoup plus C'est vrai. qu'il y a 50 ans. Et il y a quand même un point important, c'est qu'il ne faut pas tomber sur des charlatans. On Ça, voit fleurir les coachs, évidemment, j'imagine que vous faut avez faire attention. votre opinion là-dessus. Moi, j'ai rien sur les coachs, j'ai rien contre les Ouais. coachs, vraiment, mais attention aux charlatans. Parce que les coachs peuvent aider, ils peuvent être des conseillers, ils peuvent soutenir. Et puis, il y a trois situations pour être un peu caricatural. Il y a la situation où vraiment nos propres ressources nous amènent à dépasser ce qui nous est arrivé. Ouais. Il y a la situation où on a besoin quand même d'une aide parce qu'on est quand même encore vraiment soit Moral dans pris les par chaussettes tout le temps. l'événement, Ouais. le moral qui ne va pas, ou l'angoisse, ou Mm. l'appréhension de l'avenir. Puis il y a une troisième situation, et là les coachs, pourquoi pas, le yoga, tout ça, pourquoi pas, à condition de ne pas C'est tomber quoi sur la les... troisième, du coup? Et la troisième, c'est vraiment notre profession, c'est pas... mes collègues vont dire, pourquoi tu as écrit un livre où, où le titre c'est... Franchement, tu nous savonnes la planche, Alain. Voilà, c'est exactement ça. Ben, parce que je sais très bien que notre but à nous de thérapeutes, c'est d'accueillir des gens qui sont en plus grande difficulté pour s'en sortir par eux-mêmes, de les accompagner, de les traiter, parce qu'il y a des traitements incontestables, variés d'ailleurs aujourd'hui, et que ce qui compte le plus, on le sait aujourd'hui, Ouais, ce qui compte le plus, c'est la relation avec la personne qui vous aide. ouais. Ça C'est-à-dire compte, qu'il ne faut ça pas non compte pour plus 50 se ans. laisser infantiliser, c'est ça que vous disiez Faut aussi. pas Je se pense que laisser, c'est important de le faut pas se rappeler. laisser infantiliser, faut pas se laisser rendre dépendant de l'autre, et faut se sentir accompagné par quelqu'un, au fond, qui intuitivement vous paraît celui qui vous convient ou celle qui vous convient, bien évidemment. Et que ça compte pour Ouais. 50% du résultat. Toutes les études l'ont montré. Et là, c'est pour des situations qui sont nombreuses aujourd'hui, hein, qui sont vraiment nombreuses, hein. Vous parliez tout à l'heure du burn-out. Je peux vous dire que hier encore, je voyais quelqu'un qui venait parce que la personne avait fait un burn-out, elle devait reprendre son travail, c'était compliqué, et elle était encore assez déprimée. Et elle avait besoin incontestablement là d'une aide plus professionnelle, telle que nous, on peut l'avoir. Donc, c'est ça, aujourd'hui, la diversité des situations, qu'il ne faut pas se fermer, et l'une n'empêche pas l'autre, surtout. Mm. Moi, j'ai constaté qu'au cours des 15-20 dernières années, des personnes viennent me voir pour faire une thérapie, au sens professionnel du terme, et en même temps, ils se débrouillent par eux-mêmes pour faire des trucs. Et que ça, c'est quelque chose qui, dans le temps, avait une réputation qui est de dire non, mais c'est un truc parallèle, ça ne va Mm. pas aller, etc. Je ne suis pas d'accord avec ça. Hier, Pfeffer, vous êtes toujours avec nous pour Oui. terminer l'émission. Comment est-ce que vous en êtes sorti, vous? Est-ce que vous avez l'impression, a posteriori, de vous en être sorti tout seul, aidé par quelqu'un, par une foi, par Jésus, par une philosophie, je ne sais pas, par quoi au fond? Alors, on m'a posé la question parce que je fais des chroniques dans le magazine Happiness, et à la suite d'une de mes chroniques, Mm. j'ai eu plusieurs lectrices qui m'ont écrit pour me demander c'est quoi le mode d'emploi, grosso modo. Ouais. Ben, j'ai répondu qu'en fait, j'en savais rien. Oh, j'ai vous pas êtes un mauvais invité, hier, Pfeffer. Ah ouais, pardon. Alors, il y a plein de chemins possibles. Non, ce qui est une certitude, c'est qu'au moment où j'étais le plus mal, je considérais que je n'avais pas de chance et je ne savais plus dire merci. Et ce Mm. qui est très intéressant, c'est que dans l'expression barakallahu fik que les Maghrébins utilisent, la baraka, c'est la chance, Allah, c'est Dieu, barakallahu fik, c'est que la chance de Dieu soit sur toi, c'est une bénédiction. Et donc, dans ce mot barakallahu fik qu'ils utilisent pour dire merci, il y a cette notion de chance. Et que j'ai commencé à aller mieux lorsque je me suis rendu compte, en fait, que j'avais de la chance. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être, même à travers les drames, une chance. Je crois qu'il faut commencer à aller mieux pour ça, et peut-être aussi commencer à le penser pour aller mieux. Et le merci, c'est pareil. Tout à l'heure, on parlait de gratitude. J'étais incapable de dire merci. Puisque je n'avais pas de chance, je ne pouvais pas remercier non plus. Et c'est intéressant de voir que le mot merci en espagnol se dit gracias, qui est la grâce. Ouais. Et donc, à partir du moment où on recommence où on a la grâce, en fait, Mm. eh ben, on recommence à dire merci, et c'est très, très important d'en arriver à ce stade. Pour J'ai de la chance. tutoyer, Et je tutoyer peux les dire merci. étoiles. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce beau témoignage, hein, Jörg Pfeffer. Nous nous séparons quelques instants en compagnie de Véronique Sanson, celui qui naissait pas et qui finalement reflète un peu cet échange que nous avons tous les quatre depuis le début de cette émission
celui qui n'essaie pas, et ben peut-être regarde où va le vent avant de ne rien faire, justement. Justement pour éviter cela, celui qui n'essaie pas, Véronique Sanson, eh bien écoutons cette émission. Comment retrouver le goût à la vie quand on pense avoir tout perdu. En tout cas, lisons Alain Braconnier, le meilleur thérapeute, c'est vous. On peut toujours s'en sortir, en tout cas trouver une certaine forme. Je ne sais pas si on peut parler de joie, de bonheur, en tout cas non, parce que ce mot, en tout cas, moi j'assume la paternité de cette détestation du mot bonheur, mais en tout cas, la joie est accessible à tous, nous dit Jörg Pfeffer, lui qui est auteur, compositeur, interprète, qui a créé ce projet Je suis parce que nous sommes, dont il nous parlera tout à l'heure, et cet ouvrage, ce roman qui est de lui, on n'est jamais à l'abri d'une merveilleuse joie, n'est-ce pas, chez Jouvence, Jörg Pfeffer. Anne-Sophie Chauvet, éditrice et blogueuse et maman de 4 enfants, qui a une histoire un peu difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Jörg Pfeffer également. En tout cas, c'est une vraie joie de vous recevoir tous les trois autour de cette difficile et délicate question. J'allais dire, oui, reprendre goût à la vie, pour ne pas dire autre chose, puisque le bonheur, c'est vrai, moi j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres, Anne-Sophie Chauvet, que le bonheur est presque devenu un gros mot aujourd'hui. C'est vrai que même nous qui sommes croyants, on a du mal à parler de ce mot. D'abord parce que le bonheur est sans doute inaccessible, mais on préfère le mot joie, on préfère le mot se réjouir, on préfère le mot gratitude. Hein. Oui. En fait, je crois qu'il y a aussi cette peur de peut-être tenter le diable en se disant, bah, en fait, j'étais heureuse, j'avais tout ce qu'il fallait, Ouais, j'avais l'impression un mari, des enfants, un boulot, tout allait aucun enfant bien. malade, aucun enfant handicapé, pas de soucis financiers, enfin, tout allait bien. Et puis, d'un coup, voilà, le drame surgit. Et du coup, on n'a pas très envie de provoquer, on ne sait pas trop, de toute façon, voilà, est-ce que je serais capable d'être de nouveau heureuse un jour? Est-ce que, alors que la famille que j'ai actuellement ne correspond pas à tout ce dont j'avais rêvé, au modèle que j'avais quand j'étais enfant, etc. À mes Après, copines, à mes à mes amis, à mes copines, aux gens qui proches. m'entourent, et puis même dans le milieu catho, c'est vrai que une maman divorcée avec des enfants, c'est pas la norme. Après, je crois qu'il faut savoir accepter différentes étapes dans ce processus de deuil, parce que c'en est un en fait. Alors c'est vrai que vous me pardonnerez, York, parce que c'est vrai que une séparation n'a rien à voir avec les deuils que vous avez vécus, mais il y a quand même une forme de deuil à faire, Ouais. voilà, dans cette épreuve. On a le droit d'être en colère, en fait. On a le droit d'être très en colère, on a le droit d'être triste. Vous l'avez été. Je l'ai été, ah oui, à en hurler, et à en hurler contre le ciel, contre mon ex-mari, contre, voilà. Euh, mais on a le droit d'être heureux, en fait, aussi à nouveau. Et c'est pas du tout nier tout ce qui s'est passé que de se dire, aujourd'hui, je suis en paix, parce que c'est d'abord ça, en fait. D'abord être en paix. Et moi, je rends grâce au Seigneur de m'avoir donné cette grâce d'apaisement et de consolation, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une expérience très forte que j'ai eue à Paray-le-Monial, un jour où j'étais là-bas, et où d'un seul coup, j'étais en larmes, j'étais révoltée, j'étais en colère dans la chapelle des apparitions, et d'un seul coup, ça m'est tombé dessus. Une paix profonde. Qui a duré? Et Non. qui a duré. Alors après, il y a de nouveau eu des épreuves, mais à chaque fois qu'il y a eu ces épreuves, j'ai de nouveau reçu cette grâce. Et en fait, c'est là, je vous disais tout à l'heure que j'étais certaine que le Seigneur ne me lâcherait pas. Et en fait, ça s'est concrétisé comme ça. C'est-à-dire que à chaque fois que j'avais l'impression que je replongeais, il était là pour m'apaiser. Et du coup, avant la joie, il y a eu cette paix profonde. Et du coup, oui, la joie est de nouveau là. Alors, la joie ou le bonheur, je sais pas, ça je saurais pas dire, je saurais pas faire la distinction entre les 2. Peut-être que la joie est plus éphémère et le bonheur plus profond, donc peut-être que j'en suis pas encore au Notion bonheur. philosophique peut-être. Oui, Bon. voilà. Docteur Alain Braconnier, c'est vrai que peut-être que le fait de s'interdire une certaine forme de retour au bonheur ou à la joie de vivre, hein, quand il nous arrive une vraie tuile, un vrai traumatisme dans notre existence, ça vient du fait qu'on s'en veut. C'est une forme de culpabilité. C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne s'autorise pas à redevenir heureux? On souffre trop, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on est pris par un sentiment d'impuissance. D'impuissance. C'est le sentiment d'impuissance qui est probablement, c'est quand même le sentiment d'impuissance qui est sans doute un sentiment qu'on ne dit pas exactement comme ça, mais qu'on ressent beaucoup quand on a des grosses épreuves. On se sent impuissant face à ce qui se passe ou face à une personne
qui vous cause beaucoup de crainte ou de tristesse. C'est ce sentiment d'impuissance. Qu'est-ce qui lutte contre ce sentiment d'impuissance? C'est de retrouver une certaine curiosité. C'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver en soi et de ce que les autres peuvent vous apporter, bien sûr. Quand je dis les autres, c'est au sens vraiment très large du terme, euh, qui font que vous êtes tourné vers non pas ce qui est impossible, c'est l'impuissance, mais vers ce qui devient du possible. Je ne dis pas du certain, je ne dis même pas du probable, mais quelque chose qui est possible. Et c'est cette curiosité qui fait que tout d'un coup, on a des moments un peu magiques, on va dire, Ouais, comme vous l'évoquiez à des moments Paray-Monial, magiques. Ouais. des moments qui font que tout d'un coup, il y a une révélation. Et oui, parce que c'est très intéressant. Ça me parle ce que vous dites, Alain Braconnier, sur le côté mission impossible. Enfin, de toute façon, rien de plus, plus rien ne sera possible en fait. Parce qu'on se met des espèces de rêves. On s'imagine qu'on aurait pu vivre ces rêves si il nous était pas arrivé cette tuile, par exemple. Ça, c'est terrible, hein. C'est terrible, mais c'est humain en même temps. Bien sûr, Mais bien c'est un sûr, guet-apens terrible qu'on se met sous le bien pied, sûr, quoi. bien sûr. C'est pour ça que vraiment, je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de moyens pour essayer de se dégager des moments douloureux, mais encore faut-il les trouver, et Ouais, encore faut-il les choisir. ouais. Et c'est vraiment ça, hein, le but de ce livre, c'est vraiment de trouver les moyens qui existent actuellement et qui soient adaptés, au moment dans lequel on est, parce qu'il y a des moments Des différents. phases. Mmh. Ouais. Il y a des phases Mm. différentes. Et par rapport aussi à ce qui nous entoure et à ce qu'on est nous-mêmes capables Ouais. de pouvoir, je dirais, imaginer et produire pour qu'on s'en sorte. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer un tout petit peu. On n'a pas besoin d'écrire un gros livre là-dessus, Ouais. mais il faut trouver quand même le temps de chercher ce qui nous va. Mm. Euh, on est dans des moments où on a du mal à trouver ce qui nous convient. On a du mal à avoir confiance dans ce qui se passe. On a du mal Ouais. même à s'appuyer sur les autres. Et ben, c'est des moments comme ça dans lesquels il faut soi-même se poser un petit peu, et pas n'importe quand, pas dans les moments d'hypercrise, dans des moments où on prend un tout petit peu de temps pour se dire, bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire. Mm. Et on va avoir évidemment beaucoup de gêne à le faire parce qu'on est abattu, Ouais. mais c'est extrêmement utile de trouver des petits moments, des tout petits moments de réflexion sur soi-même, pas dans le sens d'une psychanalyse profonde qui va durer des années, Ouais. dans le sens d'une petite introspection, retour sur soi, qui va vous permettre de faire un choix et de faire les bons choix, ceux qui vous Et conviennent. Job Pfeffer, ah pardon, Anne-Sophie Chevet, non, là j'allais. où ça me parle beaucoup, c'est qu'en fait, je pense que c'est en effet en nous qu'on a la clé pour, reconstruire nos vies et pas il faut être capable justement de cette petite introspection pour ne pas écouter toutes les voix qui sont autour. Donc à la fois, par exemple, la société qui, par exemple, dans mon cas, dit, «Ben, les familles recomposées, c'est merveilleux, il faut absolument réussir à être tous en paix les uns les autres». En fait, non, si c'est pas ça qui me rend heureux, je dois être capable de trouver une autre solution en réfléchissant au bien de mes enfants, au bonheur de mes enfants. Si à côté de ça, je me dis: «Ben, les familles toutes bien, toutes parfaites à côté de moi me jugent, ben, je n'ai pas besoin de fréquenter ces gens-là, j'ai pas besoin de qu'on me renvoie à ma position et donc être capable de savoir, de réinventer sa vie parce qu'en fait, quand tout s'est effondré, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va Ouais. continuer et donc d'être capable de se dire: «Qu'est-ce qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui me fait du bien? Sur quoi est-ce que je vais pouvoir» et une fois qu'on est sur ce chemin, qu'on est en vérité sur ce chemin-là, qu'on sait ce qui nous rendra heureux et ben, en fait, on quitte pas cet objectif des yeux et on se dit: «OK, c'est bon. Maintenant, j'ai un objectif, je sais ce qui me rendra heureux. Ça ne veut pas dire que ce sera pas difficile, mais je le lâche pas et je sais qu'un jour, j'y arriverai et je serai de nouveau heureuse». Ouais. Job Pfeffer, vous croyez à la résilience ou pas, vous, en fait? Oui, oui. Je vous écoutais tous les trois et en Ouais. fait, je me disais, à travers tout ce qui était dit, je ne sais pas en fait si ce sont les mots qui sont importants ou plutôt l'amour qui se dégage de vos trois voix. Et c'est vrai que lorsque j'écoute Alain ou lorsque j'écoute Anne-Sophie ou vous-même, Marie-Ange, j'entends beaucoup d'amour et j'entends donc quelque chose dont on a le plus besoin lorsqu'on tombe. Tout à l'heure, j'ai dit
par mégarde que je Mmh. n'avais pas de, de chemin à proposer. Je le crois, je pense que c'est se reconnecter à cette énergie d'amour qui est le plus important. Mon éditeur Jouvence m'a demandé si je voulais bien faire une conférence lors du Salon Zen, donc lundi prochain, le 2 octobre, Oui, à Paris. oui. Et j'ai dit non, conférence, non. En revanche, un témoignage, ça je veux bien. Mmh. Et un témoignage que je ferai en chanson, un témoignage que je ferai en lisant, peut-être je vais lire un texte d'Hugo, je vais lire des chroniques que j'ai fait, peut-être un passage de mon livre. Mais je leur ai dit, moi, ce qui m'importe le plus, c'est de témoigner que une nouvelle joie est toujours possible, quels que soient les deuils et les écueils de la vie. Maintenant, le chemin, je n'en sais rien. Mais la forme, ce qui me paraît le plus important, c'est de donner de l'amour. Tout à l'heure, on parlait de l'écriture ou de la chanson ou de l'art, des moyens d'expression, la création pour exprimer quelque chose. Je crois que l'important, c'est de faire sortir une énergie. Et sortir une énergie négative, parce que cette énergie négative, elle nous empêche de se brancher sur l'énergie Ouais. d'amour. Et moi, lorsque j'étais au plus mal, eh ben, je trouvais tout nul, je trouvais le monde horrible, je trouvais les gens complètement débiles, j'avais une espèce de haine et de hargne à l'égard de tout le monde et peut-être d'abord à mon À votre égard. propre égard, Et je ouais. pense que ce qui a vraiment changé, c'est que je me suis reconnecté à une énergie d'amour qui me paraît essentielle. Vous Mmh. avez parlé de je suis parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes, c'est la traduction d'une langue bantoue qui se dit Ubuntu. Et l'Ubuntu, c'est la philosophie de cette tribu bantoue, enfin Xhosa, mais qui fait partie des tribus bantoues, et qui est la tribu de Nelson Mandela. Et il a utilisé l'Ubuntu pour réunifier l'Afrique du Sud. Ouais. Et elle peut se symboliser par un conte où un anthropologue aperçoit un groupe d'enfants. Il leur dit « Hé les enfants, vous allez courir jusqu'à l'arbre là-bas. Le premier qui touche l'arbre gagne toute la corbeille de fruits. » Et tous les enfants se sont mis à marcher, main dans la main, pour aller toucher l'arbre tous en même temps. Et lorsque l'anthropologue surpris leur a dit « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Un des gamins a dit « Ubuntu ». Il dit « C'est quoi l'Ubuntu ?» Il dit « Ça pourrait se traduire dans votre langue par « je suis », parce que nous sommes. Ça me sert à quoi, moi, de manger tous les fruits si mes frères sont affamés? Et j'ai trouvé ça magnifique, j'en ai fait une chanson et j'en ai fait un spectacle. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est de se remettre en lien avec soi, avec le monde et avec les autres. Eh bien, je crois que ce sera le mot de la fin cette fois, cher Jörg Pfeffer. Merci infiniment pour votre beau témoignage. Je rappelle votre roman « On n'est jamais à l'abri d'une vraie joie » chez Jouvence. Anne-Sophie Chauvet, merci beaucoup. Vous et votre carnet de gratitude. Moi, il m'a manqué une nuit, vous voyez. Comme ça, les auditeurs sont au courant. Merci, ma fille Adèle. Anne-Sophie Chauvet, donc votre carnet de gratitude aux éditions de l'Emmanuel, une vraie joie, ce petit bijou de carnet au quotidien pour s'offrir des petites pépites de bonne humeur. Et puis Alain Braconnier, le meilleur thérapeute, c'est vous, chez Odile Jacob. Merci les amis, merci à vous droits pour vos bonnes énergies et cet amour qui planait visiblement dans cette émission. Bonne soirée à tous.